Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui est tabou mais qui touche beaucoup de monde. Il s'agit de l'incontinence urinaire qui concerne en France près de 3 millions de personnes. Alors ce trouble touche particulièrement les femmes, mais les hommes aussi peuvent y être confrontés. On estime qu'une personne sur 4 n'oserait pas en parler à son médecin. Pourtant, les fuites urinaires ne sont pas une fatalité et il existe des solutions. Et c'est de ça qu'on va parler avec nos invités. Docteur Sébastien Belay, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien urologue et puis également avec nous par Skype Dominique Mazeran. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous allez nous raconter votre parcours et comment vous avez fait pour que toutes les choses aillent mieux. Mais on va peut-être commencer par un peu d'anatomie, Jean-Marc. Eh oui, on voit là, on se trouve au niveau de l'abdomen, en arrière des viscères, vraiment dans la partie arrière de l'abdomen. Eh bien, voici les reins. Les reins qui vont fabriquer l'urine et l'urine va descendre comme ça dans les uretères pour aller jusque la vessie qu'on voit ici, tout en bas, voilà, en bas. Et donc, cette vessie, on se rend compte qu'il existe une paroi avec plusieurs muscles. On voit les différentes couches des muscles et des capteurs qui sont à l'intérieur de cette paroi. Et lorsque la vessie que l'on voit ici se remplit, eh bien, on va avoir des informations qui remontent jusqu'au cerveau. Et le cerveau, lorsque la vessie est pleine, eh bien, donne l'ordre à la vessie de se contracter et d'ouvrir le premier sphincter. Le second sphincter ne s'ouvrira que s'il y a une commande volontaire, c'est-à-dire que la personne décide d'uriner. Et quand il y a une faiblesse de ce deuxième sphincter ou des muscles pelviens, la sortie de la vessie ne se ferme plus correctement et c'est là que des pertes involontaires d'urine peuvent se produire par petits jets, quand on rit, quand on tousse ou quand on fait un effort physique. C'est ce qu'on appelle l'incontinence liée à l'effort. C'est la forme la plus fréquente de l'incontinence, mais il en existe d'autres, comme ce qu'on appelle l'incontinence par impériosité. Lorsque les envies d'uriner sont très fréquentes et qu'elles ne laissent pas le temps d'arriver jusqu'aux toilettes, cette forme est liée à une hyperactivité des muscles de la vessie qui se contractent de manière anormale. Il y a aussi l'incontinence par regorgement, c'est la forme la plus fréquente chez l'homme. C'est ce cas, c'est la fonction d'évacuation de la vessie qui est perturbée, ce qui engendre un trop-plein. La vessie se met alors à fuir en permanence par goutte à goutte. Les personnes qui en souffrent ont l'impression de mal vider leur vessie. On va retrouver tout de suite Dominique Mazeran, notre témoin aujourd'hui. Dominique, merci beaucoup d'être avec nous. Quand est-ce que vos problèmes ont commencé et peut-être comment ? Alors, j'ai commencé à avoir des problèmes, j'avais 43 ans. J'ai commencé à avoir, comme vous disiez, suite à quand je rigolais, quand il y avait de l'eau qui coulait, quand à l'effort. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est accentué. Et donc, des charges lourdes, ainsi de suite. Et après, même quand je marchais, même si je vidais ma vessie, je ne pouvais plus m'absenter de la maison pendant plus d'une demi-heure. Je partais de la maison, j'allais vider ma vessie correctement, justement pour ne pas avoir ces problèmes. Et au bout d'une demi-heure, je sentais que je commençais à avoir de nouveau des pertes urinaires et assez importantes. Jusqu'à un moment donné où je me suis retrouvée à être partie pendant plus d'une heure et à ne plus avoir de... J'avais fait dans mon pantalon. J'étais vraiment bien mouillée. Là, ça m'a vraiment alertée. Donc, j'ai été voir ma gynécologue et là, elle m'a fait faire de la rééducation. Énormément de séances de rééducation qui n'ont servi à rien. En tout cas, ça, on va y revenir, mais vous avez dû adapter finalement votre quotidien dans un premier temps ? Oui. Alors, il fallait bien sûr que si je voulais partir, il fallait vraiment que je vide ma vessie. Et bien la vider pour être sûre d'être tranquille pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Si je partais plus longtemps, il fallait que je mette une protection. D'abord une petite protection, et au fur et à mesure, ça a été vraiment les couches assez importantes qui étaient gênantes. Donc là, ça m'a vraiment alertée. J'ai vraiment eu... Alors, une première question nous est posée par nos téléspectateurs. Pourquoi l'incontinence urinaire touche-t-elle davantage les femmes que les hommes, docteur Belay ? Alors, l'incontinence urinaire, ça touche en premier lieu les femmes pour une raison anatomique. C'est que l'urètre féminin est plus court
premièrement. Et deuxièmement, chez l'homme, avant la sortie des urines par l'urètre, il y a la prostate qui s'interpose. On le voyait tout à l'heure sur votre schéma. Et la prostate a pour effet de freiner le passage des urines. Et donc, c'est d'un point de vue anatomique. Et d'autre part, l'incontinence urinaire est plus fréquente chez les femmes, puisque ce sont les femmes qui portent les bébés et que les traumatismes liés aux grossesses, et notamment l'étirement des muscles, fait qu'à l'arrivée de la ménopause, en déprivation d'hormones, les muscles qui ont souffert auparavant se relâchent un peu et c'est l'apparition des fuites. La rééducation du périnée est-elle remboursée par la sécurité sociale? Oui, la rééducation du périnée est remboursée par la sécurité sociale. Donc notre témoin a parlé de l'inefficacité de la rééducation dans son cas, mais il est toujours recommandé actuellement de commencer par la rééducation, puisque quand même, chez un certain nombre d'hommes et de femmes, la rééducation peut être efficace. Étant le processus le moins onéreux et le moins invasif, il est logique de commencer par la rééducation. Et même avant d'avoir des soucis, parce que la rééducation, elle est recommandée chez la femme qui vient d'avoir un enfant, par exemple. Donc la rééducation peut être même envisagée avant l'apparition des problèmes, soit au moment d'un accouchement, pour mettre fin à des petites fuites qui peuvent survenir après l'accouchement, mais également en prévention de problèmes futurs, et également chez les hommes, parfois, dans le projet d'une intervention sur leur prostate qui pourrait être un peu lourde, on peut donner déjà aux hommes les clés de la rééducation musculaire avant que les fuites apparaissent. Ça ressemble à quoi une rééducation périnéale, pour faire La rééducation périnéale, donc c'est chez un kinésithérapeute. Et pour faire simple, ça se fait à l'aide d'une sonde qui en général est placée dans le rectum. Une sonde qui va déclencher des influx électriques de faible intensité, évidemment. Et le patient ou la patiente vont contracter les muscles de leur périnée. Et ils vont pouvoir constater sur un écran l'intensité des contractions qu'ils produisent, en ayant eu avant, avec le kiné, les conseils de... Voilà tel type de force de contraction auquel vous devez arriver. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même? C'est la question qu'on a reçue. Voilà. Ça, ce dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle la rééducation en biofeedback. C'est la plus répandue pour différentes raisons. Mais il y a également des rééducations un peu plus douces, manuelles, que pratiquent notamment certaines sages-femmes et qui donnent aussi de très bons résultats. Alors la rééducation manuelle, on a besoin d'avoir un partenaire avec qui se rééduquer. Mais la rééducation en biofeedback peut être fait à domicile. Cette question de Paulette, 77 ans, la pose de bandelettes pour soutenir la vessie résoudrait-elle aussi le problème des fuites urinaires? Ça nous emmène vers un sujet. Alors, ce que l'on appelle la rééducation périnéale sphinctérienne est le premier traitement proposé en cas de fuite urinaire. Mais quand cette technique ne fonctionne pas, il est souvent proposé aux patients de lui poser une bandelette sous anesthésie générale. Farah Kersi, Marc Lavastrou et Isabelle Gastebois ont assisté à cette opération. Attention, il y a des images de chirurgie gynécologique. Malgré plusieurs séances de rééducation périnéale, cette femme de 69 ans continue d'être gênée par des fuites urinaires à la marche. L'incontinence urinaire d'effort que présente la patiente est due à un manque de soutien de l'urètre, dû à l'âge, aux grossesses, au poids, à la vie. Et donc, son urètre, au moment où elle le sollicite à l'effort, n'a plus rien qui le soutient et du coup, il ne s'écrase sur rien, il reste ouvert, ce qui déclenche la fuite. Le but de l'intervention est de placer une bandelette qui va soutenir l'urètre comme une sorte de hamac. Au moment de l'effort, quand la pression augmente dans la vessie, l'urètre bute contre la bandelette, ce qui bloque la fuite d'urine. L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Donc la partie qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Si je glisse mon doigt, là je sens l'urètre avec la sonde qui est dedans. La zone où à peu près il faut que je m'implante va être ici. Première étape, créer un passage sous l'urètre pour insérer la bandelette. On va faire l'incision, on va disséquer de part et d'autre de l'urètre jusqu'à ce que je prenne en contact avec l'os de la symphyse pubienne, sans le dépasser, sans forcer. Donc ça c'est la bandelette qui est emballée, préparée, en place. Et j'ai donc une grande aiguille là, qui va me permettre d'aller placer la bandelette derrière l'os, surtout de chaque côté de l'urètre en fait. La bandelette va rentrer là et va sortir par devant. Une étape délicate, car le chirurgien doit éviter de léser les structures voisines. Voilà, donc là on a passé la bandelette depuis le vagin jusqu'à derrière la symphyse pubienne, puis devant jusqu'au pubis.
Et là, on va s'assurer qu'on n'a pas blessé la vessie. Donc en fait, je prends un endoscope qui est cette grande caméra. Et là, on rentre dans la vessie et spontanément, les nouvelles ont l'air d'être bonnes. On n'a pas blessé la vessie. Donc là, je vais faire glisser la bandelette. Hop. Depuis le vagin jusqu'à l'avant. Le chirurgien procède de la même manière pour introduire l'autre partie de la bandelette. La bandelette est en place et on peut, comme elle est dans les gaines, en plastique, la mobiliser. La bandelette ne va pas être fixée avec du fil, on ne va pas la serrer, on ne va pas la tendre, on va juste la poser. Et simplement la cicatrisation autour de ce corps étranger, neutre, va rétablir un peu les ligaments qui existaient avant et va rendre efficace la bandelette sans avoir d'effet inconfortable parce que ça va être rigide ou tendu. Après un petit réglage, il ne reste plus qu'à retirer les gaines protectrices. Touc. Voilà, donc là on voit bien la bandelette qui est venue se poser là, qui est tranquille. Ma bougie qui passe dans l'urètre sans aucune tension. Le matériel est implanté. L'excédent des 2 bandelettes est coupé et des points de suture sont réalisés au niveau du vagin et de l'abdomen. Dès qu'elle va être réveillée, ce qui va être assez rapide et qu'elle va pouvoir se mobiliser, on va enlever la sonde, on va tout enlever pour qu'elle puisse uriner rapidement. La patiente pourra rentrer chez elle le jour même. Seule recommandation, éviter l'activité physique et le port de charges lourdes durant 1 mois. Alors Dominique Mazeran, je crois que vous avez été opérée. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'est une opération douloureuse? Voilà, comment ont été les suites? Alors, pas du tout, hein. C'est pas du tout douloureux. Seulement, moi, j'ai dû rester, donc ça fait quand même 20 ans de ça, j'ai dû rester quand même pendant 2 jours à l'hôpital. Hein. Ah oui. Donc, je ne suis pas rentrée et sortie le soir. Non, on m'a gardée pendant 2 jours pour surveiller et tout ça. Et je suis rentrée, comme il disait, pas de port de charge lourde, pas d'effort et tout ça pendant 1 mois. Ça s'est très, très, très bien passé. Je n'ai plus eu de problème. J'avoue vraiment que ça a été une bénédiction pour moi. Je n'ai plus eu de problème pendant 18 ans. Vous aviez eu des grossesses, vous? Oui, j'en ai eu 3. La dernière remonte en 87. On passe. Donc il y a eu quand même un délai. Oui, bien sûr. Alors, On poursuit avec les questions? Allez, allons-y. Bon, que penser des injections de toxines botuliques? Alors les injections de toxines botuliques, c'est un traitement pour un type d'incontinence qui est spécifique, qui est l'incontinence urinaire par impériosité. Quand cette incontinence-là ne régresse pas sous traitement médicamenteux. Donc ça intéresse des patients et des patientes qui ont des situations très compliquées, en général d'origine neurologique, la sclérose en plaques, des blessés médulaires, avec des besoins urgents et des fuites par besoins urgents qui ne régressent pas sous traitement. Et ça fonctionne. J'ai entendu parler de l'implant d'une électrode. Est-ce une solution qui a fait ses preuves? Oui, alors là encore, c'est une solution pour l'incontinence par impériosité. Donc la toxine botulique, on l'injecte dans le muscle pour bloquer le muscle. L'électrode, le pacemaker de la vessie, qu'on appelle la neuromodulation. En fait, là, on va moduler l'activité des nerfs qui disent aux muscles de se contracter. Donc c'est une autre solution pour les mêmes malades. Alors les infections urinaires peuvent-elles provoquer des problèmes de fuite? Oui. L'incontinence urinaire peut être liée à la présence d'un germe dans les urines. Ce germe dans les urines, en fait, irrite la paroi de la vessie et en réponse à cette irritation, la vessie se contracte et ça donne des besoins urgents et parfois très urgents. Le laser a-t-il fait ses preuves contre les fuites? Là aussi, nous avons un sujet. Eh bien, dans certains cas, poser une bandelette est impossible et la rééducation n'est pas suffisante pour arrêter l'incontinence urinaire. Une technique au laser peut alors être proposée en complément d'autres techniques peu invasives. Les explications de Victoire Panouillet, Timothée Derex et Julie Legros. Soulever des charges lourdes, rire à gorge déployée ou faire des mouvements sans réfléchir, ce n'est plus possible pour Colette. À tout instant, une fuite urinaire peut survenir. Pour retrouver sa liberté, elle a rendez-vous avec son urologue. Alors, comment allez-vous? L'opération habituellement préconisée n'est pas envisageable pour Colette à cause de son traitement pour le cœur. Pour revenir sur les fuites que vous avez, c'est surtout quand vous êtes debout, quand vous marchez. Donc c'est clairement lié à la position et un peu aux efforts. Aux efforts et aussi la nuit, ça me réveille pour aller aux toilettes. D'accord. Colette a suivi une rééducation périnéale, mais les fuites urinaires ont persisté. Son dernier espoir est un traitement au laser. On dispose maintenant
depuis plusieurs mois maintenant d'une nouvelle solution de traitement qui est l'utilisation du laser en intravaginal pour stimuler une sorte de cicatrisation ou de récupération de la paroi du vagin pour lui redonner de l'épaisseur, pour lui redonner de la souplesse. Pour provoquer cette régénération tissulaire, l'urologue va introduire ce dispositif dans le vagin de la patiente. Le faisceau laser sort par ce petit orifice et vient se réfléchir sur le miroir. Et c'est le miroir qui ensuite dirige le faisceau laser sur la paroi vaginale. L'urologue visse le mécanisme à un tube protecteur pour que le laser ne brûle pas la patiente. Voilà, donc là on est prêt à traiter. On va donc introduire cela à l'intérieur de la cavité vaginale. Et une fois qu'on sera en position, je vais démarrer le traitement et progressivement, le tube restant dans le vagin, la tige qui porte le faisceau laser va se retirer progressivement et on va traiter comme ça depuis la profondeur vers l'extérieur de la cavité vaginale. On va démarrer, madame. Ces premiers tirs ciblent uniquement la partie avant du vagin et durent une trentaine de secondes. Alors vous pouvez sentir un léger inconfort. Oui, léger, mais ça va, c'est pas douloureux, ça va. L'urologue change ensuite de dispositif. Pour cette nouvelle série de tirs, le miroir dirige le laser dans l'ensemble de la cavité vaginale. 2 passages de 30 secondes sont nécessaires. C'est fini. Au moins 3 séances, espacées de 4 à 6 semaines, seront nécessaires avant que l'incontinence urinaire disparaisse totalement. Ça n'est pas quelque chose qui fonctionne immédiatement. Il faut qu'il y ait un temps, je dirais, d'action tissulaire. Donc le but du laser, c'est de la régénération tissulaire et donc ça prend un petit peu de temps. À bientôt, docteur. Au revoir. Ce soir, Colette ne pourra pas prendre un bain ou avoir un rapport sexuel. Mais dans 24 heures, elle pourra retrouver une vie tout à fait normale. Merci beaucoup à Colette d'avoir accepté de partager son témoignage avec nous. Si, comme elle, vous voulez suivre ce traitement, sachez qu'une seule séance de laser coûte en moyenne 350 € et qu'elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale. Alors, une nouvelle question également SMS. Pourquoi parle-t-on si peu de l'incontinence masculine ? N'est-elle pas fréquente après une prostatectomie, nous demande Patrick. Alors c'est vrai qu'on en parle peu, probablement parce que les hommes ne sont pas habitués à parler de leurs problèmes de santé. Et donc on a à peu près une dizaine d'années de retard sur la prise en charge des séquelles. Pour nos téléspectateurs, prostatectomie, est-ce que vous pouvez préciser ? Alors, la prostatectomie, c'est la chirurgie d'ablation de la prostate pour cancer, qui est une des causes qui est la cause la plus fréquente d'incontinence urinaire chez l'homme. Chez l'homme, l'incontinence, ça n'est pas lié au vieillissement du périnée comme chez la femme. Et très souvent, c'est lié à de la chirurgie, et en l'occurrence, la prostatectomie. Et donc, comme les hommes, entre eux, n'évoquent que très rarement leurs problèmes de santé, graves ou non, l'information est moins diffuse dans la population que les problèmes chez la femme. Question de Béatrice. Comment convaincre de se faire traiter une personne âgée incontinente qui est dans le déni ? Ça va être compliqué si elle est dans le déni, puisqu'on ne peut pas la traiter contre son gré. Ce que l'on peut faire, c'est essayer de mettre en avant les bénéfices attendus d'un tel traitement, que ce soit le médicament, la rééducation ou une opération. Mais sinon, ça va être difficile. Le patient, oui. Dominique ? Oui. Vous avez entendu la question de notre téléspectatrice. Comment faire pour motiver quelqu'un à suivre un tel traitement ? Peut-être que votre témoignage, parce que vous avez une histoire qui se termine bien. Vous avez subi plusieurs interventions. Comment vous allez aujourd'hui ? Oui. Très bien. J'ai un exemple tout simple. Lundi, je suis partie la journée complète. Donc, bien sûr, avant de partir, je me suis bien vidé la vessie et tout. Nous sommes rentrés le soir à 18h avec mon mari. Je n'ai pas eu une seule fuite. J'étais aux anges. Parce que franchement, c'est désagréable. Mais alors là, le traitement, donc l'opération que j'ai subie l'année dernière en novembre, pour moi, c'est une délivrance, de nouveau. Je revis alors que j'avais de nouveau, pendant 2 ans, tous ces problèmes. C'était vraiment désagréable. Je n'osais plus partir. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a quand même la peur de l'odeur. On a peur de sentir mauvais, de sentir les urines.
Je pense que je ne suis pas la seule. Mais quand on a des fuites urinaires, même si on se change régulièrement, même si on se lave régulièrement et tout, dès qu'on a une fuite et qu'on n'est pas à la maison, qu'on ne peut pas se changer et qu'on est à l'extérieur, on a cette peur de l'odeur, de dire tiens, celle-là, elle sent mauvais, elle se lave pas. Ça, c'est vraiment aussi un gros problème, je pense, pour toutes les femmes. Merci beaucoup. C'est des problématiques dont vous entendez parler en consultation. Bien sûr. Bien sûr. On poursuit avec une question. Alors, j'ai été mobilisé à l'hôpital pendant 10 semaines avec une sonde urinaire. Je suis devenu incontinent. Quel traitement? J'ai 89 ans. Alors là, c'est une situation un peu particulière de mise au repos du sphincter par la sonde qui passe à travers ce sphincter. Et en général, ce problème-là régresse très bien sous l'effet d'une rééducation, si tant est que la raison pour laquelle le patient dont il est question n'a pas été hospitalisé pendant 10 semaines pour un problème qui donne de l'incontinence, un accident vasculaire cérébral ou autre. Mais sinon, le simple port d'une sonde, ça inquiète très souvent les gens. Est-ce que je vais devenir incontinent parce qu'on m'a mis une sonde? La réponse est non. Le muscle ensuite se rééduque. Question de Sylvie, je suis sous antidépresseur et j'ai des fuites urinaires. Est-ce que c'est lié? Ça n'est pas forcément lié. Les antidépresseurs peuvent gêner la qualité de la vidange de la vessie et donc quand même de temps en temps provoquer des besoins urgents ou ce qu'on appelle des gouttes retardataires par un jet pas assez puissant. Certains antidépresseurs sont même utilisés pour traiter l'incontinence urinaire d'effort. Le mieux, c'est d'en parler avec le médecin qui lui a prescrit le traitement pour étudier la possibilité d'un remplacement de molécules par une autre. Martine nous demande que faire en cas de fuite urinaire lors des rapports sexuels. Alors, les fuites urinaires pendant les rapports sexuels, là encore, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ça peut être des fuites à l'effort, donc des fuites liées à relâchement musculaire, la fatigabilité des muscles du périnée. Et il y a également des fuites par impériosité, qui sont là plutôt des fuites au moment de l'orgasme, ce qu'on appelle l'orgasmurie. Donc en cas de fuite en cas de fuite lors des rapports sexuels, il faut vraiment consulter un urologue qui va pouvoir faire la part des choses entre les possibilités d'une rééducation, si c'est un problème d'effort, ou éventuellement la prescription d'un médicament. Ce que l'on peut déjà commencer par faire, c'est aller uriner avant les rapports. Y a-t-il un lien entre ménopause et incontinence urinaire? Vous avez déjà répondu en partie à cette question. Oui, il y a un lien. Donc la trophicité de la muqueuse vaginale, donc notamment son épaisseur, diminue avec la perte de l'imprégnation en hormones au moment de la ménopause. Et on se retrouve dans la situation de la patiente que vient de traiter le professeur Hab, avec des fuites qui peuvent être alors améliorées par le traitement de la ménopause, par hormones, ou par le traitement directement de la muqueuse, par le laser, comme on vient de le voir. Merci beaucoup, docteur Sébastien Bellet, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Dominique, pour votre témoignage. Merci aussi d'avoir été avec nous. Demain, dans Allo Docteur, un thème qui nous concerne tous, cette petite tendance que nous avons tendance à compenser les émotions négatives en mangeant à outrance. Oh, on aime bien manger, c'est vrai. Jean-Marc. Allez, on se retrouve demain. Ah ben à demain, avec plaisir. Prenez soin de vous.